D'accord. C'est la couleur de l'action, La couleur de la lutte. des convictions. Des convictions. Je suis convaincue que vous avez trouvé une belle lecture. Mais tout à fait. Et quelle Bernadette êtes-vous? Aujourd'hui, ma chère Bernadette, figurez-vous que je suis Bernadette aimante. Aimante avec un livre qui pourtant parle de la déconstruction de l'amour maternel. Mais c'est un livre qui est en même temps plein de révolte et plein de tendresse. Je vais vous en dire plus. C'est Love Me Tender de Constance Debré. Mais je l'ai lu ce bouquin. Mais non encore. Mais oui, je l'ai lu, j'ai adoré ce bouquin. Oh, mais il est c'est très génial, fort, il est très fort. C'est un roman, un livre, un récit de vie même, Tout à fait. puissant. Puissant, qui parle donc d'une mère et de son fils. D'une mère et de son fils. Une mère qui a fait son coming out, qui a décidé de quitter son mari et qui se retrouve dans cette situation impensable, inimaginable, du père qui empêche la mère de voir le fils en prétextant l'homosexualité et donc les mauvaises mœurs de la mère. Et ce qui est impensable, ce n'est pas spécialement que l'homme le fasse, ce qui est impensable, c'est que la justice suive. Et que du coup, elle se retrouve réellement dans cette situation, coupée de son enfant. Donc elle va rentrer dans un dénuement. C'est ça, elle est dans une sorte de renonciation et de rupture amoureuse, non avec un compagnon, enfin avec le sien bien sûr, si, mais aussi filiale. Et donc c'est toute cette question-là, c'est très intense comme roman, c'est pas facile à lire, c'est très naturel comme écriture et elle s'adresse vraiment à nous et c'est bouleversant. Et il met aussi, je trouve, la lumière sur d'autres aspects du combat des droits des femmes et les dysfonctionnements évidemment juridiques. Tout à fait. Voilà, un petit extrait, Bernadette. Écoutez, je me demande bien lequel vous avez choisi. Alors j'ai choisi un extrait très tendre parce que vous savez, ma chère Bernadette, que je suis une tendre et que c'est un marshmallow. Ce moment où ce livre m'a fait pleurer. C'est la lettre que Constance Debré a écrite à son fils. Oui, parce que c'est l'histoire vraie de son autrice. Tout à fait, c'est un récit de vie. On pourrait croire que nous sommes en science-fiction, mais non, nous sommes dans le monde contemporain aujourd'hui. Mon chéri, n'écoute pas ceux qui disent que c'est grave qu'on ne se voit pas. N'écoute pas ceux qui disent que je dois te manquer et comme tu dois être malheureux. N'écoute pas ceux qui prennent un air gêné quand il est question de moi ou de la situation ou de toutes ces choses. Je sais que tu sais qu'il ne faut rien écouter et que les gens racontent n'importe quoi. Tu sais très bien baisser les yeux et laisser dire. Le procès, les mensonges, le théâtre, il me semble presque inutile de t'en parler. Tu as très bien compris ce que c'était la justice, il faut dire que c'est vite vu. Et puis l'amour, ça tourne mal. C'est bien pour ton éducation. Ce n'est pas ma faute si c'est un peu brutal, c'est la vie qui l'est. Tu te souviens de la corrida, tu avais quoi, 6 ans? Les gens me regardaient déjà comme une dingue de t'emmener voir ça. J'aime la corrida pour sa vérité. La vérité de la violence, de la peur, de la mort. C'est pour ça que c'est beau. C'est une grande fête de voir qu'on peut supporter les choses. Quant à ton père et moi et sa colère contre moi, et tout ce qu'il a pu dire sur moi au juge et à toi, ne t'en offusque pas. Ne lui en veux pas. C'est banal, tu sais, que d'anciens amants se disputent. C'est une vieille histoire, les fioles d'acide qu'on se jette au visage quand on ne s'aime plus. Pour tout te dire, je préfère encore ça aux gens qui dînent ensemble le jour de leur divorce. Je préfère la vérité de la guerre à l'hypocrisie de la paix. Je ne sais pas si tu me hais. Tu n'as pas à me répondre. Tu as le droit de me haïr. C'est même une nécessité de l'amour de haïr. Il n'y a pas d'amour sans haine. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs ou des lâches. Une nécessité de l'amour d'un enfant pour ses parents, plus encore d'un fils pour sa mère, de la haïr. Pourtant, beaucoup de fils n'y arrivent jamais. Moi-même, qui suis une fille, qui ai aimé ma mère comme un fils, je ne sais pas si j'y serais parvenue. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est morte. Parce qu'elle savait que je n'aurais pas eu le courage de la tuer. Et qu'il faut bien tuer qui on aime. Savoir qu'on en est capable, qu'on en a toujours le droit. L'amour est une sauvagerie. Ne sois pas triste si tu penses à moi, ça ne sert à rien la tristesse. Si tu es triste quand même, sache que je pense à toi tous les jours. Je suis ta mère, c'est quelque chose qui ne cesse jamais. Je t'embrasse, maman. Lettre jamais postée. Magnifique. Voilà, donc ça donne, je pense, vraiment le ton de ce livre qu'on a aimé toutes les deux. J'ai adoré. Et donc je me demande, avec votre belle couleur mauve, qu'est-ce que vous avez choisi pour nous aujourd'hui, ma chère Bernadette? Qui êtes-vous? Eh bien, moi, je suis Bernadette glacée. Glacée par une histoire dont on a beaucoup entendu parler. C'est pas un livre qui vient de sortir, mais dont on avait envie de reparler aujourd'hui. Il est actuellement adapté au cinéma, il vient de sortir. Et donc, c'est Le consentement de Vanessa Springora. Oui, je l'ai lu aussi, et c'est aussi un livre qui m'a... N'est-ce pas glaçant? Glaçant, à nouveau un récit de vie. C'est ça, c'est l'histoire d'une petite fille, parce que oui, c'est encore une petite fille, qui va être... mise en contact avec un ami de sa mère, enfin un contact, qui est écrivain, qui lui est complètement adulte, et il va l'apprendre un peu, beaucoup
sous emprise même, et ils vont avoir une relation amoureuse. C'est ce que lui dit, c'est ce qu'elle croit, mais ça n'en est rien. Des années après, tout ressort et elle a ce besoin d'écrire ce livre pour expliquer les viols qu'elle a connus, les attouchements, la violence, l'emprise de cet homme, qui est un écrivain qui existe vraiment et qui s'appelle Massenet. Qu'on a pu voir chez Bernard Pivot, tout à fait, exactement. De son côté coureur de jupons. Parce qu'à l'époque, c'était quelque chose qui était totalement dans les mœurs. Et valorisé même pour un homme de 50 ans d'enchaîner les histoires avec des mineurs. Tout à fait. Et donc voilà, on avait envie de remettre dans la lumière ce livre qui est écrit vraiment... et qui est très fort et très juste. Ouais, hein. Exactement. Vraiment, qui se lit aussi d'un trait. Tout à fait. Vous avez choisi des petits extraits? Eh bien, j'en ai choisi 2, je vais en lire un et puis je vais vous laisser le second. Écoutez, Bernadette. Le premier, c'est un peu le début, comment ça se passe la rencontre, et le deuxième, on va se retrouver avec la brigade des mœurs. Ça vous dit? Ah bah écoutez, allons-y. Consentement. Domaine moral. Acte libre de la pensée par lequel on s'engage entièrement à accepter ou à accomplir quelque chose. Domaine juridique. Autorisation de mariage donnée par les parents ou le tuteur d'un mineur. Trésor de la langue française. Un soir, ma mère me traîne dans un dîner où sont invitées quelques personnalités du monde littéraire. Je refuse d'abord tout net d'y aller. La compagnie de ses amis m'est devenue aussi pénible que celle de mes camarades de classe, dont je me détourne de plus en plus souvent. À 13 ans, je vire franchement misanthrope. Elle insiste, se fâche, use du chantage affectif, je dois arrêter de me morfondre toute seule dans mes livres, et puis qu'est-ce qu'ils m'ont fait, ces amis? Pourquoi je ne veux pas les voir? Je finis par céder. À table, il est assis à un angle de 45 degrés. Une prestance évidente. Bel homme, d'un âge indéterminé malgré une calvitie complète, soigneusement entretenue et qui lui donne un air de bronze. Son regard ne cesse d'épier le moindre de mes gestes et quand j'ose enfin me tourner vers lui, il me sourit. De ce sourire que je confonds dès le premier instant avec un sourire paternel, parce que c'est un sourire d'homme et que de père, je n'en ai plus. À coups de belles réparties, de citations placées toujours à propos, l'homme qui, je le comprends rapidement, est écrivain, sait charmer son auditoire et connaît sur le bout des doigts les codes du dîner mondain. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, les rires fusent de toutes parts, mais c'est toujours sur moi que s'attarde son regard amusé, intrigant. Jamais aucun homme ne m'a regardé de cette façon. Je retiens au vol son nom, dont la consonance slave attise tout de suite ma curiosité. Ce n'est qu'une simple coïncidence, mais je dois mon nom de famille et un quart de mon sang à la bohème de Kafka, dont je viens de lire avec fascination la Métamorphose. Quant aux romans de Dostoïevski, ils sont, à ce moment précis de mon adolescence, ce que je me représente comme le plus haut sommet de la littérature. Un patronyme russe, un physique de moine bouddhiste émacié, des yeux d'un bleu surnaturel, il n'en faut pas plus pour capter mon attention. Lors des dîners auxquels ma mère est invitée, je me laisse d'ordinaire bercer, à demi assoupie dans une pièce attenante par le brouhaha des conversations que j'écoute d'une oreille en apparence distraite, bien que, en réalité, très affûtée. Ce soir-là, j'ai apporté un livre et me suis réfugiée après le plat de résistance dans un petit salon ouvert sur la salle à manger où l'on sert maintenant le fromage. Interminable succession de plats à intervalles non moins interminables. De là, penchée sur les pages devenues illisibles, impossible de me concentrer. Je sens à tout instant le regard de G, assis à l'autre bout de la pièce, me caresser la joue. Sa voix légèrement chuintante, ni masculine ni féminine, s'insinue en moi comme un charme, un envoûtement. Chaque inflexion, chaque mot paraissent m'être destiné. Suis-je la seule à m'en apercevoir? La présence de cet homme est cosmique. On sent l'étau qui se resserre sur cette en effet toute jeune fille. Ils ne se sont pas encore parlé. Ils ne se sont pas encore déjà parlé. Et on sent déjà. G affiche un air grave et la mine sombre, ce qui ne lui ressemble pas. On s'est retrouvés dans un café où nous avons nos habitudes face au jardin du Luxembourg. Quand je lui demande ce qui le préoccupe, il hésite un moment avant de m'avouer la vérité. La brigade des mineurs l'a convoqué dans la matinée, après avoir reçu une lettre de dénonciation anonyme le concernant. Nous ne sommes donc pas les seuls à être sensibles au charme de l'épistolaire. J'ai à passer l'après-midi, à cacher toutes mes lettres, mes photos, et peut-être d'autres affaires aussi compromettantes dans un coffre, chez un notaire ou un avocat. Le rendez-vous est fixé la semaine qui vient.
Il s'agit de nous, de moi forcément. La loi fixe la majorité sexuelle à 15 ans. Et je suis loin de les avoir atteints. La situation est grave. Il nous faut nous préparer à tous les scénarios. L'époque ne serait-elle plus aussi complaisante ? Le jeudi suivant, ma mère attend le ventre noué des nouvelles de cette entrevue. Elle a conscience que sa responsabilité est en jeu. Pour avoir accepté de couvrir cette relation entre sa fille et G, elle risque elle aussi une condamnation. Elle pourrait même perdre ma garde et je me retrouverais placée jusqu'à ma majorité dans une famille d'accueil. Quand la sonnerie du téléphone retentit, elle se jette dessus avec nervosité. Son visage se détend quelques secondes plus tard. « G nous rejoint, il sera là dans une dizaine de minutes, il avait une bonne voix. Je crois que ça s'est bien passé, dit-elle d'une traite. » G est ressorti de la préfecture de police, quai de Gesvres, assez amusé, satisfait d'avoir embobiné l'inspectrice et ses collègues. « Tout s'est déroulé à merveille, fanfaronne-t-il dès son arrivée. Les policiers m'ont assuré qu'il ne s'agissait que d'une formalité administrative, des lettres de dénonciation concernant des célébrités. Vous savez, monsieur, on en reçoit des centaines par jour, a déclaré l'inspectrice. Comme toujours, G est persuadé que son charme irrésistible a opéré, ce qui n'est pas improbable. Nous voilà glacées, glaçantes. Nous allons tourner sur nos chaises comme d'habitude, nous dire au revoir et faire en sorte que ces livres soient lus, vivre leur vie et de tourner. Et pour que les paroles se libèrent. Et si je peux me permettre un petit parallèle, ce qui est impressionnant dans ces deux livres, c'est qu'on voit à quel point, finalement, l'horreur est justifiée par la société. Que ce soit ici dans les années 80 ou ici en 2020. Et que les personnes résilientes sont bien trop souvent des femmes qui doivent se parer d'une armure pour affronter leur passé et pouvoir mettre un pied dans l'avenir. Donc, mettons un pied au sol et tournons sur ces chaises pour donner une vague de courage à tous ceux et toutes celles qui vivent des choses atroces et avec qui nous sommes en pensée en cette journée des droits des femmes. Et voilà, à tout bientôt. Au revoir Bernadette. Au revoir.